bus de la ligne S, à une heure d'affluence. Un type dans les 26 ans, chapeau mou avec cordon remplaçant le ruban. Cou trop long comme si on lui avait tiré dessus. Les gens descendent. Le type en question s'irrite contre un voisin. Il lui reproche de le bousculer chaque fois qu'il passe quelqu'un. Ton pleurnichard qui se veut méchant. Plus tard, on le rencontre cours de Rome. Il est avec un camarade qui lui dit « Tu devrais faire mettre un bouton supplémentaire à ton par-dessus. » Il lui montre où, à l'échancrure, et pourquoi. Litote. Nous étions quelques-uns à nous promener de conserve. Un jeune homme, qui n'avait pas l'air très intelligent, monta quelques instants, puis il alla s'asseoir. 2 heures plus tard, je le rencontrai de nouveau en compagnie d'un camarade qui parlait chiffon. Exclamation. Midi, temps de prendre le bus. Ah, que de monde, que de monde. Ce qu'on est serré. Oh, marrant le gars là-bas. Oh, quelle trombine. Et quel coup. 75 cm, au moins. Oh, et le galon. Oh, j'avais pas vu le galon autour du chapeau, trop marrant le galon. Oh, bah ça y est, il râle. Après son voisin. Et qu'est-ce qu'il lui raconte? L'autre lui aurait marché sur les pieds. Mais ils vont se fiche des gifles pour sûr. Mais oui. Mais non. Mais si. Mais si, mais si. Vas-y, morcillaille. Fonce, cogne, vas-y. Oh, mince, alors non, il se dégonfle, le gars au chapeau, à la tresse, là. Et c'est sur une place vide qu'il se fonce. Oh non, le gars. Non, mais je me trompe pas. C'est bien lui, là-bas. Cours de Rome. Qui fait les 100 pas dans la gare Saint-Lazare. Il est avec un autre type. Et qu'est-ce que l'autre lui raconte? Il devrait faire ajouter un bouton à son par-dessus. Un bouton à son par-dessus. Au poulet. À l'heure où commencent à se gercer les doigts roses de l'aurore, je montais tel un dard rapide dans un autobus à la puissante stature et aux yeux de vache, de la ligne S au trajet sinueux. Je remarquais avec la précision et l'acuité de l'Indien sur les sentiers de la guerre la présence d'un jeune homme dont le col était plus long que celui de la girafe aux pieds rapides et dont le chapeau de feutre mou fendu s'ornait d'une tresse tel le héros d'un exercice de style. La funeste discorde au sein de suie vint de sa bouche empestée par un néant de dentifrice. La discorde, dis-je, vint souffler son virus malin entre ce jeune homme, au col de girafe et à la tresse autour du chapeau, et un voyageur à la mine indécise et farineuse. Celui-là s'exprima en ces termes à celui-ci. « Dites-moi, méchant homme, on dirait que vous faites exprès de me marcher sur les pieds. » À ces mots, le jeune homme au col de girafe à la tresse autour du chapeau s'alla vite asseoir. 2 heures plus tard, dans la cour de Rome, aux majestueuses proportions, j'aperçus à nouveau le jeune homme au col de girafe à la tresse autour du chapeau, accompagné d'un camarade, arbitre des élégances, qui proférait une critique que je pus entendre de mon oreille agile, critique adressée au vêtement le plus extérieur du jeune homme au col de girafe à la tresse autour du chapeau. Tu devrais en diminuer l'échancrure par l'addition ou l'exhaussement d'un bouton à la périphérie circulaire. Ignorance. Mais moi, je sais pas ce qu'on me veut. Oui, j'ai pris l'Est vers midi. Il y avait du monde. Bien sûr, à cette heure-là.
Un jeune homme avec un chapeau mou. Oh, c'est bien possible, je regarde pas les gens sous le nez, moi je m'en fous. Un galon tressé autour du chapeau. Oh, bah, je veux bien que ce soit une curiosité, mais moi ça me marque pas autrement. Un galon tressé. Ah, il saurait quereller avec un autre monsieur. Oh, c'est des choses qui arrivent, hein. Et ensuite, je l'aurais revu 1 heure ou 2 plus tard. Oh, pourquoi pas? Oh, il y a des choses bien plus curieuses dans la vie, hein. Oh, ah si, je me souviens, mon père me racontait souvent. Paysan. Bah, j'avais au choix un petit bout de papier avec un numéro dessus, mais je suis tout de même monté dans cette carriole. Une fois que j'ai tout installé sur cette plateforme de cette carriole qui s'appelle comme ça, eux autres, un autobus, je me sens tout serré, tout gardi, tout racornissou. Après que je y ai paillé, je jetons un coup d'œil tout autour de notre personne. Et qu'est-ce que je voyais au petit pas? Un grand Flandrin, avec un de ses coups, un de ses coups de la tête, pas ordinaire. Le coup, ben, il était bien trop long. Le chapiot, il y avait de la tresse autour d'un mouet. Et puis tout à coup, le Vladiban qui s'est mis en colère. Il a dit des paroles de la plus grande méchanceté à un pauvre monsieur qu'on pouvait mettre. Puis après ça, ben, il est allé s'asseoir, le grand Flandrin. Bah, oh, c'est des choses qui arrivent hein, comme ça dans les grandes villes. Hein. Figurez-vous, pas plus tard que 2 heures après, je leur voyons le grand Flandrin. Devant une espèce de grande bâtisse qui pourrait bien être quelque chose comme le palais de l'évêque de Pontruche, comme ils disent eux autres, comme ça, pour rappeler leur ville par leur petit nom. Elle était là, grand Flandrin, qui se baladait de long en large avec un autre feignant de son espèce. Et qu'est-ce qu'il lui disait, l'autre feignant de son espèce? Qu'est-ce qu'il lui disait, l'autre feignant de son espèce? Bah, qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait, l'autre feignant de son espèce, tu devrais faire remonter ce bouton-ci un petit peu plus haut, que ça serait bien plus chouette. Voilà ce qu'il lui disait au grand Flandrin, l'autre feignant de son espèce. Prière d'insérer. Dans son nouveau roman, traité avec le brio qui lui est propre, le célèbre romancier X, à qui nous devons tant de chefs-d'œuvre, s'est appliqué à ne mettre en scène que des personnages bien dessinés et agissant dans une atmosphère compréhensible par tous, grands et petits. L'intrigue se déroule donc autour de la rencontre dans un autobus du héros de cette histoire et d'un personnage assez énigmatique qui se querelle avec le premier venu. Dans l'épisode final, on voit ce mystérieux individu écoutant avec la plus grande attention les conseils d'un ami maître en dandysme. Le tout donne une impression charmante que le romancier X a buriné avec un rare bonheur. Hellénisme. Dans un hyper-autobus plein de pétrolonautes, je fus victime de ce microrama en une chronique de métafluence. Un hypotype, plus qu'il cause à pige, avec un pétasse péricyclé par caloplegme et un macrotrachel cylindrique, anathématise emphatiquement un éphémère et anonyme outis, lequel, à ce qu'il pseudo-légère, lui épivédait sur les bipodes. Mais, dès qu'il ne risque pas une quenotopie, il s'y périscopa pour s'y catapulter. En une chronistère,
Je l'esthésie devant le sidérodrome stagme Yagio Lazaric, péripatante avec un compsanthrope qui lui cymboulait la métacinèse d'un omphale sphincter. Moi, je. Moi, je comprends ça. Hein. Quelqu'un qui s'acharne à vous marcher sur les pinglots, ça vous fout en rogne. Mais après avoir protesté, aller s'asseoir comme un péteux, ah ben moi je comprends pas ça. Hein. Ah, moi j'ai vu ça l'autre jour, sur la plateforme arrière d'un autobus S. Moi je lui trouvais le coup un peu long à ce jeune homme, et aussi bien rigolote cette espèce de tresse qu'il avait autour du chapeau. Ah, moi jamais j'oserais porter un couvre-chef pareil. Mais c'est comme je vous le dis, après avoir gueulé contre cet autre voyageur qui allait lui marcher sur les pieds, ce type est allé s'asseoir sans plus. Moi je lui aurais foutu une paf à ce salaud qui m'aurait marché sur les pieds. Il y a des choses bien curieuses dans la vie, hein. Il y a Clémentane qui ne se rencontre jamais. 2 heures plus tard, moi je rencontre à nouveau ce jeune homme. Moi je le vois devant la gare Saint-Lazare, en compagnie d'un camarade qui lui disait, moi je l'ai entendu, tu devrais remonter ce bouton-là. Ah moi je l'ai bien vu, hein. Il désignait le bouton supérieur. Vers libre. L'autobus, Plein. Plein, le cœur, vide, le cou, long, le ruban, pressé, les pieds, plat, plat et aplati. Inattendue rencontre près de cette gare aux 1000 feux éteints, de ce cœur, de ce cou, de ce ruban, de ces pieds, de cette place vide. et de ce bouton. Partial. Après une attente démesurée, l'autobus tourna le coin de la rue et vint freiner le long du trottoir. Quelques personnes descendirent, d'autres montèrent, j'étais de celles-ci. Le receveur tira véhémentement sur une chasse de bruit et le véhicule repartit. Tout en découpant dans un carnet le nombre de tickets que l'homme à la petite boîte allait oblitérer sur son ventre, je me mis à inspecter mes voisins. Rien que des voisins. Et j'aperçus bientôt, parmi cette boue circonscrivante, un garçon d'une vingtaine d'années, qui portait une petite tête sur un grand chapeau et une petite tresse coquine autour de une petite tresse coquine autour de ce grand chapeau. Quel pauvre type, me dis-je. Mais ce n'était pas seulement un pauvre type, c'était un méchant. Il se tourna du côté de l'indignation en accusant un bourgeois quelconque de lui laminer les pièges que faut que montaient ou descendaient les voyageurs. L'autre le regarda d'un œil sévère, cherchant une réplique farouche dans le répertoire tout préparé qu'il devait trimballer à travers les différentes circonstances de sa vie. Mais ce jour-là, il ne se retrouvait plus dans son classement. Quant au jeune homme, craignant une paire de gifles, il profita de la liberté d'une place libre pour se jeter dessus et s'y asseoir. Je descendis avant lui, donc ne pus continuer à observer son comportement. Je le destinais à l'oubli lorsque, 2 heures plus tard, moi dans l'autobus, lui sur le trottoir, je le revis, cours de Rome. Toujours aussi lamentable. Il marchait de long en large, avec un camarade qui devait être son maître d'élégance,
et qui lui conseillait, avec une pédanterie dandyesque, de faire remonter l'échancrure de son par-dessus en y faisant adjoindre un bouton supplémentaire. Quel pauvre type, me dis-je. Et puis, tout de mon autobus, nous continuons notre chemin. Sonnet. Glabre de la vaisselle et tressé du bonnet, un paltoquet chétif, au cou mélancolique et long, se préparait quotidienne colique à prendre un autobus, le plus souvent complet. L'un vint. C'était un 10 ou peut-être un S. La plateforme au chai adjointe au véhicule trimbalait une foule en son sein minuscule, où des Richards pervers allumaient des landresses. Le jeune Girafeau, cité première strophe, grimpé sur cette planche, entreprend un Pékin, lequel, proclame-t-il, voulait sa catastrophe. Pour sortir du pétrin, bigle une place assise et s'y met. Le temps passe. Au retour, un faquin, à propos d'un bouton, examinait sa mise. Médical. Après une petite séance d'héliothérapie, je craignis d'être mise en quarantaine, mais montai finalement dans une ambulance remplie de grabataires. Là, je diagnostique un gastralgique atteint de gigantisme opiniâtre, avec élongation trachéale et rhumatisme déformant du ruban de son chapeau. Ce crétin pique soudain une crise hystérique parce qu'un kakoshi me lui pilonnait son tylosis gonfleux. Puis, ayant déchargé sa bile, il s'isole pour soigner ses convulsions. Plus tard, je le rencontre hagard devant un lazaret, en train de consulter un charlatan à propos d'un furoncle qui déparait ses pectoraux. Auditif. Poinquant et pétaradant, laisse vint freiner le long du trottoir silencieux. Le soleil de midi bémolisait. Les piétons, braillantes cornemuses, clamaient leur numéro. Quelques-uns montèrent d'un demi-ton, ce qui suffit à les emporter vers la place de Champéret aux chantantes arcades. Parmi les élus haletants figurait un tuyau de clarinette à qui les malheurs des temps avaient donné forme humaine et la perversité d'un chapelier pour porter sur la timbale un instrument qui ressemblait à une guitare qui aurait tressé ses cordes pour s'en faire une ceinture. Puis, au milieu d'accords en mineur, de voyageurs entreprenants et de voyageries se consentantes et des trémolos bêlants du receveur rapace, éclate une cacophonie burlesque où la rage de la contrebasse se mêle à l'irritation de la trompette et à la fugue du basson. Puis, après, silence, soupir, pause et double pause, éclate la symphonie d'un bouton en train de me passer à l'octave supérieure. Interrogatoire. À quelle heure l'autobus de la ligne S
de midi 23 passa ce jour-là, direction Porte de Champéret. À midi 38. Y avait-il beaucoup de monde dans l'autobus de la ligne S sus désigné? Des flopés. Qui remarquâtes-vous de particulier? Un particulier qui avait un très long cou et de la tresse autour de son chapeau. Oh, son comportement était-il aussi singulier que sa mise et son anatomie? Ah bah au début non, hein, il était normal, hein, mais il finit par s'avérer être celui d'un cyclotimique d'un cyclotimique paranoïaque légèrement hypotendu dans un état d'irritabilité hypergastrique. Et comment cela se traduisit-il? Le type en question s'irrita contre un voisin sur un ton pleurnichard en lui reprochant de faire exprès de lui marcher sur les pieds chaque fois que montaient ou descendaient des voyageurs. Et ce reproche était-il fondé? Ah, je l'ignore. Comment se termina cet incident? Par la suite, éperdu de ce jeune homme qui alla occuper une place vide. Et cet incident eut-il un rebondissement? Moins de 2 heures plus tard, Mais en quoi consistait ce rebondissement? en la réapparition de ce personnage sur mon chemin. Mais où et comment le revîtes-vous? En passant, cours de Rome, devant la gare Saint-Lazare. Mais qui faisait-il? Il prenait une consultation d'élégance. Autre subjectivité. J'avais aujourd'hui à côté de moi sur la plateforme dans l'autobus un de ces morveux, comme on n'en fait guère. Heureusement, sans ça, je finirais par en tuer. Celui-là, un gamin dans les 26-30 ans, m'irritait tout spécialement. Non pas tant à cause de son grand coup de dindon déplumé, que par la nature du ruban de son chapeau, ruban réduit à une sorte de ficelle de teinte aubergine. Oh le salaud, ce qui me dégoûtait. Comme il y avait beaucoup de monde dans l'autobus ce jour-là, je profitais des bousculades qui ont lieu à la montée, à la descente, pour lui enfoncer mon coude entre les côtelettes. Il finit par s'esbigner lâchement, avant que je me décide à lui marcher un peu sur les arpions, histoire de lui faire les pieds. J'aurais dit aussi, afin de le vexer, qu'il manquait un bouton à son par-dessus taupe échancré. Je sais plus très bien où ça se passait. Dans une église, une poubelle, un charnier, un autobus, peut-être. Et il y avait là. Ah ben qu'est-ce qu'il y avait donc là? Des œufs, des tapis, des radis. Des squelettes, oui, mais avec encore leur chair autour. Et vivants. Je croyais que c'est ça. Des gens dans un autobus. Mais il y en avait un ou deux qui se faisaient remarquer par quelque chose. C'est vu très bien par quoi. Par sa mégalomanie, par son adiposité, par sa mélancolie. Non, plus exactement, par sa jeunesse, ornée d'un long nez, menton, pouce, non, cou,
et d'un chapeau étrange. Oh, étrange. Étrange. Il se prit de querelle. Oui, c'est ça. Avec un autre voyageur. Alors, homme ou femme, enfant ou vieillard. Cela se termina. Ah ben, cela finit bien par se terminer d'une façon quelconque. Hein. Probablement par la fuite d'un des deux adversaires. Je crois bien que c'est le même personnage que je rencontrai de nouveau. En compagnie d'un camarade qui devait lui parler de quelque chose. Ah, mais de quoi? De quoi? De quoi? Tactile. Les autobus sont doux au toucher. Surtout si on les prend entre les cuisses et qu'on les caresse avec les deux mains. De la tête vers la queue. Du moteur vers la plateforme. Mais quand on est sur cette plateforme, alors, on perçoit quelque chose de plus âpre, de plus âpre, qui est de la tôle ou la barre d'appui. Tantôt quelque chose de plus arrondi, de plus élastique, qui est une tresse. Parfois aussi, on peut saisir un objet tubulaire et palpitant, qui dégurgite des sons idiots. Ou bien encore une tresse aux spirales tressées, plus douce qu'un chapelet, plus soyeuse qu'un fil de fer barbelé, plus soyeuse qu'une corde et plus menue qu'un câble. On peut aussi toucher du doigt la connerie humaine à cause de la chaleur, légèrement visqueuse. Puis, on peut, Une gare si on patiente 1 heure ou 2, devant une gare raboteuse, on peut tremper sa main tiède dans l'exquise fraîcheur d'un bouton de Corozo, mais qui n'est pas à sa place. Anglicisme. A day, au verbe day, je take le bus. Et je see a young man avec a great neck et her hat avec un coin de laisse tracé. Soudainement, ce young man became crazy et accused a respectable sir de lui trader sur les toes. Puis il revint vers un site inoccupé. Une late hour, je le see again. Il walkait up and down devant la Saint-Lazare Station. A beau lui givait un advice à propos d'un button. Italianisme. Buongiorno! È bene Marigge! Gli è su sulla piattaforma dall'autobus. E là, che l'uomo gli vidi, se? Gli vidi una giovane uomo, avec un long col e della trecci autour du cappello. Elle a detto al giovane uomo, oltrage, un pauvre homme à qui il rimproverait de lui pester les pieds. Il ne lui pestare nulle mains les pieds. Mais quand il vit una sedia vuota, il courut pour sedersi là. A un'ora di là gli era revidis. Chi ascolta le consigli d'un bel limbuste e zerbinotte. A proposito d'un boutone de par-dessous.
Bon, vous l'avez compris. L'autobus arrive, un zazou à chapeau monte, un heure il y a. Plus tard devant Saint-Lazare, il est question d'un bouton. Je n'étais pas mécontent de ma vêture aujourd'hui. J'inaugurais un nouveau chapeau assez coquin et un par-dessus dont je pensais grand bien. Rencontrer X devant la gare Saint-Lazare qui tente de gâcher mon plaisir en essayant de me démontrer que mon par-dessus est trop échancré et que j'y devrais rajouter un bouton supplémentaire. Il n'a tout de même pas osé s'attaquer à mon couvre-chef. Un peu auparavant, rembarre de belle façon une sorte de goujat qui faisait exprès de me brutaliser à chaque fois qu'il passait du monde, à la descente ou à la montée. Cela se passait dans un de ces immondes autobus qui se remplissent de populus précisément aux heures où je dois consentir à les utiliser. Dans l'autobus, l'autobus est l'autobusson qui dans les rues, qui dans les ronds va son chemin à tout petit bond. Près de Monceau, par un jour chaud, par un jour chaud, un grand gamin au cou trop long porte un chapeau, porte un chapeau. Dans l'autobus, sur le chapeau, il y a la tresse, il y a un cœur, et grand gamin au bout trop long, il râle un rond, contre l'abscesse, contre la pompe, accommodus, accommodons, et grand gamin au bout trop long, il va s'asseoir dans l'autobus au fond. Si cette histoire, si cette histoire vous interrompt, vous intéresse, n'ayez de cesse, n'ayez de son, avant qu'un jour, vous me voyez les yeux tout ronds, vous me voyez plein d'allégresse, le grand gamin au bout trop long, et son chapeau, dans l'autobus, dans l'autobus. Ne le dites à personne, mais tenez-le vous pour dit. Il ne faut pas jouer avec les mots. Qu'il s'agisse de demi-mots, de mots couverts ou de ceux qui veulent toujours être le dernier mot. Il en est qui se drapent dans leur manteau de parade et se déclarent pompeusement mot de passe ou mot d'ordre.
Ils exaspèrent tout autant qu'un bruit de scie sur la pierre. Un jour, que j'avais l'un d'eux au bout de la langue, je tentais de le morigéner. Mais il s'enfuit en me laissant bouche bée. Ne jouez pas avec les mots. N'essayez pas de les placer ou d'en avoir avec votre concierge. Quoi que vous fassiez, ils garderont leur mot à dire, le mot de la fin. Retenez donc bien la leçon et motus. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut venir d'un mot, qu'en passant vous perdites. Tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, chez vous, sans un témoin qui souffle. Vous dites au plus mystérieux de vos amis de cœur, ou, si vous aimez mieux, vous répétez tout bas, pensant presque vous taire, dans une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre. Court à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre, tenez, il est dehors. Il connaît son chemin, il marche, il a 2 pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passe-port en règle, au besoin il prendrait des ailes, comme l'aigle. Il fuit, il vous échappe, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau, sans bateau, dans la saison des crues, et va, tout à travers un dédale de rue, droit, chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait l'adresse, l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive, et, railleur, regardant l'homme en face, dit « Voilà, je sors de la bouche d'un tel. » Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel. Le palais de Gormas, comte et gobernador est en deuil. Pour jamais dort couché sous la pierre l'hidalgo dont le sang a rougi la rapière de Rodrigue appelé le Cid Campeador. Le soir tombe, invoquant les 2 saints Paul et Pierre, Chimène en voile noir s'accoude au mirador. Et ses yeux, dont les pleurs ont brûlé la paupière, regardent sans rien voir mourir le soleil d'or. Mais un éclair soudain fulgure en sa prunelle. Sur la plaza, Rodrigue est debout devant elle, impassible et hautain, drapé dans sa capa. Le héros meurtrier à Palance se promène. Dieu, soupire à part soi la plaintive Chimène. Qu'il est joli garçon, l'assassin de papa!
matin de l'an 2981. Un monsieur au cœur tendre venait soudain d'apprendre que sa maîtresse le trompait. Et le pauvre se lamentait en contant son malheur à qui voulait l'entendre. À quoi sert, disait-il, que le temps soit vaincu? À quoi sert ce progrès dont nos siècles se parent? À quoi sert d'avoir tant vécu? Il n'y a plus de chef de gare, mais il y a toujours des cocus. Et tandis qu'il songeait que ce n'est pas un rôle drôle, il sentit soudain une lourde main qui se posait sur son épaule. Il se retourna et, stupéfaction, vit un homme mécanique, un robot puisqu'il faut l'appeler par son nom, qui le regardait avec compassion et lui dit d'une voix métallique: « Pauvres humains à l'âme trop sensible, si vous avez souffert et souffrirez encore, c'est que votre cœur est la cible où s'acharnent les coups du sort. Vous, monsieur, qui pleurez à cause d'une femme, pour qui la vie est un tourment, il suffirait tout simplement pour éviter ces drames que vous n'ayez plus d'âme. Ah, si, comme moi, vous étiez en acier, l'œil sec et le cœur bien trempé, le cœur en formica et le cerveau en cuivre, là vous pourriez vraiment goûter la joie de vivre. Ah, si vous saviez comme c'est beau d'être robot. Jamais ne pleure ni ne rit, rien ne m'effraie, rien ne m'épate. Je ne mange qu'un plat de riz, et même ce riz-là, c'est du riz aux tomates. Jamais d'amour ni de passion, donc jamais de complications, jamais trompé, jamais déçu, jamais cocu. Croyez-moi, faites-vous mettre un cœur en vinyle stratifié, avec un gros décibelmètre. Et là, vous saurez vraiment ce qu'est la tranquillité. Merci, répondit le cornard. C'est très gentil de votre part. Je ne vous en garde aucune rancune. Mais j'aime mieux mon infortune. La tranquillité, je m'en fiche. Une vie sans amour, c'est comme un bateau sans mât. Or, on ne peut ruiner que celui qui fut riche, et on ne peut tromper que celui qu'on aima. Le robot, honteux et confus, s'enfuit. Et le cornard, oubliant chagrins et remords, jura que malgré tout, on l'y prendrait encore. Elle, je l'ai d'abord enfermée dans l'armoire. Mais elle a déchiré mes draps. Je l'ai collée dans le frigidaire. Mais elle a dévoré mon kilo de beurre. Je l'ai transformée en fourneau à gaz. Mais elle a cramé mon plat de nouilles. J'en ai fait une cocotte en papier. Mais elle l'a cactée jusqu'à minuit. Je l'ai flanquée, excédée à la porte. Mais elle est revenue par la fenêtre. Je l'ai poussée dans le canal Saint-Martin. Mais elle nageait comme une anguille. Enfin, je me suis tué. Et quand j'ai été mort, je l'ai vu fondre en larmes devant son café crème place Saint-Michel. Alors, j'ai ressuscité. Je lui ai dit, viens, faut pas pleurer, on rentre. Et puis, ça a recommencé. Petite maison sous les roses, dans la forêt de Rambouillet.
c'est un secret. Une fumée bleue qui s'élève dans la lumière sous le ciel clair, et les oiseaux qui fredonnent pour eux le bonheur d'être amoureux. Elle, c'est une femme blonde, et lui, c'est un bel homme brun, tout seul, tous les deux loin du monde, bien loin des importuns. Mon bel ami, quelle idée merveilleuse de faire ainsi du feu en plein été. Petite fille, c'est pour te rendre heureuse, c'est pour te réchauffer. Et le soleil vient danser dans les arbres, et leur amour vient danser près du feu. Et le brave homme sourit dans sa barbe, et la fillette a le ciel dans les yeux. Toc, toc. Quelqu'un frappe à la porte. Entrez, s'écrie le grand barbu. Bonjour. Dit le facteur d'une voix forte. Une lettre pour vous, Monsieur Landru. Petite maison sous les roses, dans la forêt de Rambouillet, un couple d'amour se repose. Soyons discrets. C'est un secret. Une fumée bleue qui s'élève dans la lumière sous le ciel clair, Et le facteur qui s'éloigne a songé qu'il est doux d'avoir un foyer. Nous nous tutoyons, nous vous voyons. Tutoyons-nous? Vous vous voyez souvent? Je tutoie comme je vous vois. Tout à fait, toutefois. Tout nous fait nous tutoyer. D'ailleurs, qui vous voit? Mes parents. Mais je ne les vois jamais. Ainsi, vos vieux vous voient sans vous voir. Et toi, qui te tutoie? Mon oncle, mais seulement chez moi. Donc ton tonton te tutoie sous ton toit. Oui, mais mon neveu, nous vous voyez. Que faites-vous des dames? Tutoyons les veuves et vous voyons les tantes. Ouais, mais ma tante est veuve. Elle vous voit son toutou et tutoie sa voiture. Vous n'aurez qu'à nous voyer, tantôt la tutoyer, tantôt la vous voyez. Et les nouveaux venus, les vous voirons-nous? Ouais, je veux voir les nouveaux venus, nous vous voyez. Les nouveaux non-vous-voyants se verront renvoyés, comme des voyous. Et les non-voyants? Ah, les non-voyants vous voiront. Même au Nouvel An? Ah, j'aimerais vous y voir. Sur leur nombre, les non-vous-voyants vont nous noyer. Votre dévoué n'envoie de vœux qu'aux vous voyants non dévoyés. Ah, vous vous fourvoyez? Je ne me fourvoie pas, mais je me fous de vous revoir. Allez vous faire voir. Allez. Il était une fois 4 individus qu'on appelait tout le monde, quelqu'un, chacun et personne. Il y avait un important travail à faire et on a demandé à tout le monde de le faire. Tout le monde pensa que tout le monde pouvait le faire, chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité personne ne le fit. Quelqu'un se fâcha, car c'était le travail de tout le monde. Tout le monde pensa que chacun pouvait le faire et nul ne doutait que quelqu'un le ferait. En fin de compte, tout le monde fit des reproches à chacun parce que personne n'avait fait ce que quelqu'un aurait pu faire. Moralité, sans vouloir le reprocher à tout le monde,
il serait bon que chacun fasse ce qu'il doit, sans nourrir l'espoir que quelqu'un le ferait à sa place. Car l'expérience montre que généralement, là où on attend quelqu'un, on ne trouve généralement personne. Conclusion, je vais donc le dire à tout le monde, afin que chacun puisse le répéter à quelqu'un, sans oublier personne. Personne. Personne à qui pouvoir dire que nous n'avons rien à dire. Et que le rien que nous nous disons continuellement, nous nous le disons comme si nous ne nous disions rien. Comme si personne ne nous disait, même pas nous, que nous n'avons rien à dire. Personne à qui pouvoir le dire, même pas à nous. Personne à qui pouvoir dire que nous n'avons rien à faire. Que nous ne faisons rien d'autre continuellement. Ce qui est une façon de dire ce que nous faisons. Une façon de ne rien faire et de dire ce que nous faisons. Personne à qui pouvoir dire que nous ne faisons rien, que nous ne faisons que ce que nous disons, c'est-à-dire rien. Comment va le théâtre ? Demandait-on à Bernard Shaw. Il répondit, Shakespeare est mort, Molière est mort, et je ne me sens pas très bien. On en a ri, on a eu tort, Bernard Shaw est mort. On meurt de faim. On meurt pour blessure à la guerre. On meurt au théâtre à la fin d'un drame où le ciel est par terre. Il est 100 façons de mourir. Pour vivre, on est beaucoup plus sage. Il s'agit de savoir moisir entre l'espoir et le fromage. Oh, souvent, puissants voisins nous causent du dommage. Oyez plutôt l'histoire des fromages. Un camembert était, dans un garde-manger, rangé près d'une crème de gruyère. Oui, leur possesseur devait avoir en vérité quelques bonnes actions chez un ami laitier ou une mauvaise action chez une amie crémière, mais ceci est une autre affaire. Le camembert, à sa voisine, un jour dit, oh, d'un ton fort aimable, c'est bientôt notre tour de passer sur la table. Oui, il est très bon dans une fable de faire parler un camembert. Son style est coulant, agréable. Puis il fait si bien les vers. Il ajouta donc, oh, toujours littéraire, chère crème de gruyère, j'aimerais tant faire de vous un fromage qui ait du goût. Oh, vous êtes, je le reconnais, une bonne pâte. Ah oui, mais vous n'avez pas d'odeur. Presque pas de fumée. Approchons-nous donc l'un de l'autre. Vous prendrez mon parfum, il suppléera le vôtre, vous profiterez amplement de mon ferment. Oh, 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 non, je ne vous fais pas la cour. Ce n'est pas un ferment d'amour. Mais dans quelques jours sur la table, chacun voudra vous rendre hommage. Vous serez digne, enfin, du beau nom de fromage. Eh oui, ainsi fut dit, ainsi fut fait.
Mais 2 jours après, quand sur la table ils se présentèrent, le camembert fut déclaré crémeux, merveilleux, délicieux. Quant à la crème de gruyère, on la trouva trop forte, malodorante, amère, et on l'a mis en moins de 2 dans les ordures ménagères. Ainsi, l'un sur l'autre on déteint, et souvent pas pour notre bien. Sachons donc choisir nos voisins, que leur odeur ne soit pas trop supérieure. Et n'oublions pas ce conseil. Homme ou fromage, c'est pareil. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Je suis de gauche, moi, disait la tasse à thé avec fierté, dans la main de la duchesse douairière gauchère, aux tasses roturières qui portaient leur anse droitière. Mais, quand on les mit dans l'évier, on les lava sans les trier. Quand les politiciens sont au pouvoir, tout gonflés de leur importance, bien malins qui pourraient prévoir de quel côté tourne leur anse. C'était un bavard, au talent très mince. Et pendant 30 ans, il avait été fameux à Paris, grand homme en province, ministre 2 fois, et toujours député. Traité d'éminent et de sympathique. Il avait bien trahi 2 ou 3 serments, ainsi qu'il convient dans la politique. Bref, c'était l'honneur de nos parlements. Il mourut. Sa ville, elle était très fière d'avoir enfanté ce contemporain. Dès qu'il fut enfin muet dans la bière, le fit sans attendre renaître en airain. J'ai vu sa statue, elle est sur la place où se tient le marché couvert. C'est bien l'orateur. Le geste menace, et sa redingote est en bronze vert. Mais les bons ruraux, ville multitude, vendant les produits du pays natal, sans y voir malice et par habitude, laissent leur baudet près du piédestal. Et tous les lundis, quand les paysannes sous les piliers noirs viennent se ranger, le tribun d'airain harangue les ânes et ça ne doit pas beaucoup le changer. Virginie, quand je vous ai connue, vous aviez les bras blancs et cet air ingénu qui m'impressionnait tant. Un côté provincial qui vous allait si bien. Des blue jeans un peu sales, encore plus que les miens. Près de vous, Virginie, je me sentais à l'aise. Alors, vous m'avez dit... Je vous trouve très doux. Oh, pourtant, il y a peu de garçons qui me plaisent. Moi, depuis cet instant, je pouvais croire à tout. Je vous ai emmené à l'auberge du bois. Et vers minuit passé, on est rentré chez moi.